Merci de l'invitation. Ravi d'être là pour parler de design durable. Moi, je suis Olivier Amand, je suis chercheur, biologiste. Je travaille sur le développement des plantes, même sur l'architecture des plantes, si je vais mettre un mot qui peut peut-être un peu coller. Et je suis aussi directeur de l'Institut Michel Serres qui s'intéresse à la relation de l'humanité et la nature. Donc voilà, c'est plutôt avec cette casquette-là que je viens. Alors, je mets cette petite photo-là. En fait, c'est pour vous dire, un peu en rentrant dans le vif du sujet, pour vous dire que dans les années 70, il y a deux mots qui émergent, les mots environnement et design. Alors, qu'est-ce que ça dit, environnement et design? Eh bien, ce sont deux mots du contrôle. L'environnement, ça veut dire que la nature est un décor. Le design, c'est qu'on va l'aménager, si je caricature un peu. Et donc, en fait, si je dois transformer cette image-là, vous voyez, peut-être que vous détectez un peu un problème dans cette photo. Voilà, en fait, là, vous avez l'environnement et le design d'une certaine façon. Alors, évidemment, c'est pas, il y a d'autres designs, mais le design des années 70, ça ressemblait un peu à ça. Donc, en fait, c'est une obsession du contrôle qui nous habite depuis très longtemps. Si on doit remonter, c'est le néolithique, quand les humains veulent contrôler la nature, on était déjà dans le contrôle. Et donc, cette nature sous contrôle, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Et alors, qu'est-ce que ça produit? En fait, c'est surtout ça qu'il faut se demander, cette idéologie du contrôle permanent. C'est très très simple, ça crée une société du bunker. Je vais à la brutale, on est là pour se dire les choses, donc allons-y quoi. Donc voilà, société du bunker. Alors c'est pas pour trivialiser le bunker, parce que dans ces temps-ci, il y a des vrais bunkers en Ukraine, à Gaza, etc. Mais c'est pour plutôt vous dire que tous les jours, absolument tous les jours, nous passons toutes et tous des moments, de longs moments, dans des bunkers. Alors, ce n'est pas des bunkers guerriers, mais vous voyez, quand on est tout seul dans sa voiture, on est dans un bunker. On est dans une zone sous contrôle, tout seul, sans interaction avec le monde. Quand on est devant un écran, on est dans un bunker. Quand on est dans une monoculture, c'est un bunker, alors là, carrément écologique. Vous voyez, un petit peu le... En fait, il y en a vraiment très 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 souvent des bunkers. Alors c'est vraiment une société de la monoculture qui est vraiment sur les rails, où tout vient, il n'y a pas de surprise. Et alors qu'est-ce que cette société du contrôle et du bunker crée? En fait, quel est son idéal finalement? L'idéal du contrôle, c'est quoi? Évidemment, c'est l'invulnérabilité. Voilà, maintenant tout le monde veut être invulnérable. Il y en a qui se cryogénisent. C'est quand même assez fou. Donc là, voilà, je vous présente le gazon invulnérable. C'est du gazon en plastique. Voilà, ça, il ne va vraiment rien lui arriver. Ça, c'est sûr que ça va vraiment aller très très bien pour ce gazon. Mais est-ce que vraiment c'est un idéal? Alors, si on cherche un petit peu, c'est quoi? Quand est-ce qu'on est vraiment invulnérable? Ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Quand est-ce qu'on est vraiment invulnérable? C'est très simple, c'est quand on est mort. Là, c'est sûr qu'on est invulnérable. Donc, c'est quand on est vivant qu'on est vulnérable. La vulnérabilité, c'est essentiel, c'est l'essentiel de la vie, c'est même l'essence de la vie. Et donc là, vous avez Iron Man, c'est un sarcophage. Et oui, que c'est d'ailleurs, il n'a rien inventé. Marvel n'a rien inventé. C'est un sarcophage de plus de 2000 ans. Pour traverser l'éternité, on se blinde, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette trajectoire, finalement? Si on prend un peu de recul, pourquoi on a voulu aller dans cette histoire de contrôle? Alors, si on veut l'analyser d'un point de vue un petit peu systémique, en fait, c'est un piège. C'est un piège. En fait, quand on a des ruptures, quand il y a des crises, on a envie de répondre à la crise en ajoutant du contrôle. Ça, c'est tout à fait naturel. Quelle est la recette? Qu'est-ce qu'on a comme solution pour ajouter du contrôle? Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les performances. À chaque fois, on a augmenté les performances des individus, des collectifs, des technologies. Donc, on augmente les performances. Mais quand on augmente les performances, on épuise les ressources, puisque ça tourne plus vite. Quand on épuise les ressources, ça génère des crises. Et quand ça génère des crises, vous voyez, c'est contrôle, performance, crise, voilà, ça tourne, quoi. Et on est dans ce piège-là depuis des années, et là, ça s'accélère. Donc les crises se rapprochent, on parle de la polycrise, c'est un peu le produit de ça. Alors s'il y a une notion à critiquer là-dedans, c'est même pas tellement le contrôle, enfin ça peut être aussi le contrôle, mais c'est surtout cette réponse. Pourquoi on répond au contrôle, aux besoins de contrôle par plus de performance? Alors, il faut bien définir la performance. Voilà. Donc, la performance, alors, la performance a une définition très ancienne. La performance, au départ, c'était l'art de bien faire. Ce qui est toujours là dans la performance artistique, par exemple. La performance artistique, c'est l'art de bien faire. Donc, une valeur morale. Et puis, entre-temps, le contrôleur des gestions est passé par là. Et c'est devenu la somme de l'efficacité et de l'efficience. Donc, efficacité, atteindre son objectif.
et efficience avec le moins de moyens possible. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Voilà, c'est la cible. Ben ça, cette performance, c'est une valeur qui est quand même très très peu critiquée et en fait, dont on fait l'expérience tous les jours. Hein. C'est comme les bunkers. Enfin, regardez votre journée. Hein. Le trajet domicile-travail, bah, c'est le chemin le plus court en général. Voilà, on optimise. Hein. Donc c'est de la performance. La séparation des fourchettes et des couteaux, c'est encore de la performance. La planification des vacances, c'est encore de la performance. Enfin, vous voyez à quel point ça nous habite matin et soir, tout le temps. On est tout le temps dans la performance. Alors, d'ailleurs, enfin, quand même, je ne peux pas ne pas sauter sur l'occasion. Vous savez que Sébastien Lecornu nous a pondu l'état efficace. Alors là, c'est quand même une sacrée insulte à l'intelligence. Hein. Et donc, je vais quand même vous donner des arguments, parce que ça, c'est juste peut-être une impression. On se dit, oui, quand même, est-ce que vraiment, c'est pas une arnaque, ce truc-là? Alors si, hein, bien sûr. Et donc, allons-y. Donc, je vais vous donner 4 arguments pour aller contre la performance. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, la première critique qu'on peut faire de la performance, c'est 2 mots, optimiser, fragilise. Optimiser, fragilise. Donc, quand on optimise, ça veut dire qu'on augmente les performances, on atteint son objectif encore plus vite et avec encore moins de moyens. Bah, qu'est-ce que ça produit, ça? Et bah, de la fragilité, évidemment, ça produit un monde qui craque de tous les côtés. Alors, c'est très simple. Hein. Là, je vous ai mis quelques exemples. C'est mes exemples favoris. Mais voilà, la pénurie de moutarde en 2022 parce qu'il y a une sécheresse au Canada. Vous vous souvenez quand même, c'est dingue. Hein. Depuis quand une sécheresse au Canada induit une pénurie de moutarde en France? Et à quel point on a centralisé, on a optimisé la production des graines de moutarde. Le canal de Suez bloqué par un bateau, CrowdStrike, hein, rappelez-vous, il y a un an, une panne d'une entreprise de cybersécurité, CrowdStrike, et c'est un blackout informatique pendant, je ne sais plus, c'était 1 ou 2 jours, tous les systèmes Windows du monde qui plantent. Je pourrais rappeler NotPetya, la cyberattaque en 2017 de la Russie contre l'Ukraine, qui a failli mettre en faillite Maersk, le premier transporteur maritime international. 20% du transport. Enfin, voilà, une cyberattaque et ça peut planter une boîte qui vaut 60 milliards. Enfin, oui, on est quand même dans un monde qui craque de tous les côtés. Donc, optimiser, fragiliser, en fait, ça veut dire que si vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. Et ça, c'est toujours vrai. Hein. C'est une loi systémique, ça. Ça ne dépend pas du système, c'est toujours vrai. Hein. Enfin, je peux vous le dire d'une autre façon, on va prendre un petit adage zen, l'adage zen qui dit « Celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres ». Voilà. C'est pour ça que ça ne marche pas, l'optimisation. Hein. En général, on atteint bien son objectif, mais on rate tout le reste. Donc c'est pour ça que ça fragilise. Deuxième critique de la performance, c'est l'effet rebond, alors là, qui est bien connu des ingénieurs notamment. Là, je prends mon exemple favori des frigos. Donc les frigos, dans les années 60, consommaient beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Donc on a voulu faire des progrès, on les a rendus plus efficients, ils consomment aujourd'hui beaucoup moins d'énergie. Bah, sauf que vu qu'ils consomment moins d'énergie, ils coûtent moins cher à la fabrication, ils coûtent moins cher à l'usage. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, on les multiplie, on les fait grossir, hein, c'est le frigo américain, on fait des frigos connectés, on fait des caves à vin, enfin, on en met dans toutes les pièces maintenant, hein, des frigos. Donc bah, voilà, c'est la population mondiale de frigos consomme plus d'énergie. Alors qu'on a fait de la sobriété. Oui, le côté très pernicieux du système, hein, c'est que, alors, en biologie, hein, ça c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, hein, c'est quand votre système immunitaire s'attaque à votre propre corps. Et ben là, on prend des gens de bonne volonté qui veulent faire des objets sobres et ça génère de l'ébriété. Alors ça, c'est vraiment incroyable, mais c'est ce qui se passe et à vrai dire, c'est pas du tout négligeable. Hein. Vous pouvez regarder donc les frigos évidemment, mais il y a aussi les voitures, les écrans plats, les avions. Hein. Les avions n'ont jamais été aussi sobres. Hein. Mais un avion qui consomme moins de kérosène, ça permet le low cost, ça permet le surtourisme. Voilà, tout ça, c'est des effets rebonds. Hein. Donc il y en a partout. Hein. La lessive concentrée, le pot familial de Nutella. Vous savez, c'est aussi l'effet. Vous savez, le pot familial de Nutella, vous en mettez 3 fois plus un Nutella sur les tartines. Enfin, c'est vraiment le. Tout ça, c'est des effets rebonds. Il y a aussi ce que j'appelle l'effet dentifrice. Vous savez, quand vous démarrez un tube de dentifrice, vous mettez un gros paquet de dentifrice sur la brosse à dents. Puis quand il reste vraiment plus rien dans le tube, alors là, vous mettez vraiment un microgramme de dentifrice sur votre brosse à dents. Ben, ça, c'est l'effet rebond, hein, typiquement, quoi. Donc ça vraiment, c'est comme ça, voilà, l'effet rebond. Donc ça veut dire que l'efficience énergétique, ça ne marche pas. Alors je voudrais quand même pas non plus dire que la sobriété, c'est pas une bonne idée. Hein. On est tous d'accord, on a dépassé les limites planétaires, donc il va falloir faire de la sobriété. Mais il faut le mettre dans le bon ordre, il faut bien l'articuler. Il ne faut pas commencer par la sobriété, il faut créer les conditions qui génèrent de la sobriété. Il ne faut pas que ce soit la contrainte d'entrée, il faut que ce soit le produit de sortie.
Oui. Et on verra que la contrainte d'entrée, c'est la robustesse. On commence par la robustesse et ça génère de la sobriété, sans qu'on s'en rende compte en plus. Bon, deuxième critique de l'effet rebond. Donc ça, voilà, c'est plutôt une critique de l'efficience, hein, avec moins de moyens. Et puis, troisième critique, c'est la loi de Goodhart. Alors, elle est très pratique, celle-là, la loi de Goodhart. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est très simple. Ça veut dire que tout indicateur de performance est toxique. Je le dis brutalement, il faudrait nuancer, hein, mais c'est surtout ça, c'est surtout l'idée principale qu'il faut retenir. L'indicateur de performance, alors voilà, vous avez des exemples. Là. Le sportif de compétition qui veut vraiment sa médaille d'or, qui veut être sur le podium, si vraiment il veut être très 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 performant et être le plus performant, peut-être qu'il va faire du dopage. Le dopage, ça veut dire qu'il va s'intoxiquer pour atteindre la meilleure performance alors qu'il fait du sport. C'est quand même très contre-productif quand même. Hein. Vous voyez, se détruire pour faire du sport. Il y a un autre exemple dans les études, le bachotage. On a tous fait du bachotage. Le bachotage, donc c'est travailler la veille de l'examen, faire vraiment un gros coup de boost de performance. Donc on passe l'examen, mais évidemment qu'on n'a rien retenu. Ça, c'est de la performance contre-productive. Ça, c'est de la loi de Goodhart. Donc, alors, évidemment que dans l'entreprise, dans l'économie, si on met la performance financière avant tout le reste, on va planter sa boîte, pour le dire rapidement. Bon, voilà, donc ça, c'est la loi de Goodhart, et c'est pareil. Ça, les indicateurs de performance, dans un monde qui est drogué à la performance, vous comprenez bien que c'est devenu le mantra de tout le monde. Donc ça, c'est la troisième critique. Et puis la quatrième critique, c'est une équation. Alors, c'est une équation en trois termes. Donc, en fait, quand on met l'accent sur la performance, il faut bien réfléchir à ce que ça implique. Parce qu'en fait, si on met l'accent sur la performance, ça veut dire qu'on est toujours plus ou moins performant qu'un ou qu'une autre. Donc, quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours l'accent sur la compétition. La performance appelle la compétition. Dans une compétition, qui gagne ? Il faut vraiment bien se poser la question. Dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. Ça aussi, ça ne dépend pas du système, c'est toujours vrai. Alors, c'est là où il y a vraiment un truc. C'est qu'en fait, ça, c'est pas gênant, c'est juste un fait, quoi. Par exemple, le pompier qui est en compétition avec le feu, avec l'incendie, sera violent avec son corps. Mais ça va durer 20 minutes. Le sprinter qui fait en quelques secondes son sprint de 100 mètres sera aussi violent avec son corps. Mais ça va durer quelques secondes. Le problème, c'est pas cette équation. Le problème, c'est que quand on est dans une culture de la performance, en permanence, eh bien, nous sommes dans une culture de la violence, en permanence. Donc c'est une culture de la violence contre les femmes, contre les enfants, contre les plus défavorisés et contre les écosystèmes. On pourrait rajouter contre le droit international, etc. Enfin, oui, c'est ce qu'on voit, vraiment. Alors, si je reste sur les écosystèmes, en fait, voilà, le résultat de notre performance, c'est un burn-out. Si vous voulez, le burn-out des humains, ce n'est que la partie émergée d'un burn-out planétaire. Donc là aussi, burn-out du droit international, burn-out social et donc burn-out des écosystèmes. En fait, ce qui se passe, c'est que les écosystèmes sont essorés par notre performance. C'est ça qui se passe en fait. On les a vraiment épuisés. Quand je dis épuisés, on épuise les sols, on épuise la biodiversité. Enfin voilà. Je pense que tout ça vous connaissez déjà, donc je ne vais pas trop en rajouter. Ouais, ça c'est les 4 sujets: pénurie de ressources, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale. Peut-être juste quand même 3 mots. Le premier, c'est que tout le monde est au courant de ces sujets-là, mais en général, dans les médias, les décideurs, les dirigeants n'utilisent pas les mots adéquats. Vous savez, on va parler d'érosion de la biodiversité. Alors non, ce n'est pas une érosion, c'est un effondrement. Et c'est un effondrement qui va plus vite que ce qu'on a vu pour l'extinction des dinosaures. Les dinosaures, ils ont mis 33 000 ans à disparaître après la météorite. Nous, en 50 ans, on a perdu 70% des animaux vertébrés sur les continents. En 50 ans. Donc c'est 3 ordres de grandeur plus rapide qu'une météorite. Donc c'est un effondrement, c'est même pire qu'une extinction, ce qui se passe là. Donc c'est pas les bons mots, vous voyez, érosion de la biodiversité, réchauffement climatique, c'est aussi un mot qui n'a aucun sens, c'est dérèglement climatique, le bon mot. Donc très souvent, les mots ne sont pas les bons. Et les chiffres, c'est pareil, très souvent on va se focaliser sur le plus 1,5 degré de l'accord de Paris, qui n'a absolument aucun intérêt.
C'est pas du tout opérationnel. Plus 1,5, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Dans la journée, on se fait un delta de 10 degrés facilement. On ne comprend pas quoi, plus 1,5. Non, ce qui se passe, en fait, c'est voilà, surtout là-dessus que je veux insister, c'est qu'on va rentrer dans un monde beaucoup plus turbulent, variable, fluctuant. En fait, si je le dis en une phrase, c'est qu'on quitte le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Donc c'est un monde imprévisible, incertain. Le monde de la polycrise, le monde de la permacrise, le monde VUCA, le monde banni, il y a tout un champ sémantique, hein. Et donc ça, c'est ce que disent tous les rapports scientifiques, hein, que ce soit le GIEC, l'IPBES, l'UICN, mais c'est aussi ce que dit la CIA, c'est aussi ce que dit le Forum économique de Davos. Enfin, donc tout le monde est d'accord, hein, là-dessus, hein. D'ailleurs, c'est plus vraiment une prédiction, on le vit. Donc si vous voulez un autre chiffre, par exemple, c'est 4,5. 4,5, c'est la fréquence des événements climatiques extrêmes, la fréquence des événements climatiques extrêmes qui s'est amplifiée d'un facteur 4,5 depuis 2000 en France. Donc on est rentré dans le monde fluctuant. Les méga-feux, les méga-inondations et tout le bazar. Voilà, donc les bons mots, les bons chiffres, hein. Donc voilà, le monde fluctuant, ça c'est la première chose à retenir de tous ces rapports. Et puis aussi un deuxième petit point que je vais dire très rapidement pour pas trop insister. Mais très souvent, c'est le climat qui écrase tous les autres sujets, hein. Et sauf que le climat, on l'a souvent réduit à une question de CO2, hein, le fameux bilan carbone, hein. Alors qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça, c'est encore de la performance. C'est dingue. Même pour l'écologie, la performance, le culte de la performance s'est intégré là-dedans. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait si on réduit toute la complexité socio-écologique à du CO2 avec un indicateur de performance énergétique ou écologique? Eh bien, quand on fait ça, en général, on aggrave les trois autres sujets. Celui qui a atteint son objectif a manqué de tous les autres. Donc, par exemple, la batterie au lithium. Hein, la batterie au lithium, c'est censé répondre à la crise climatique, mais ça aggrave la pénurie de ressources, ça aggrave l'effondrement de la biodiversité et ça aggrave les pollutions globales. Donc, c'est certainement pas une solution généralisable. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des batteries au lithium, hein, mais c'est certainement pas la solution. Très clairement pas. En fait, si vous réfléchissez bien, en fait, ce qui se passe, c'est que notre performance fait une guerre à la vie. C'est ça, hein. Enfin, là je suis un peu brutal, mais c'est ça qu'on fait sur Terre, hein. Et donc si c'est une guerre à la vie, le levier le plus systémique, ce n'est pas le climat, hein, pour lequel on n'a quasiment aucun levier, hein, c'est la biodiversité. De très loin. Il faut commencer par la biodiversité. Si vous faites de l'agroécologie, par exemple, si vous développez l'agroécologie, vous allez produire beaucoup plus de biomasse par mètre carré. Ça va répondre à la pénurie de ressources, hein, le monde biosourcé, biodégradable, compostable, hein, la bioéconomie circulaire, hein, tout ça. Ça va répondre à la pénurie de ressources. Ça va stocker du carbone dans les sols. On va remettre du carbone dans les sols, hein. On a vraiment complètement décarboné les sols, mais ça, on va remettre du carbone dans les sols. Et on va stimuler la microflore, la microfaune des sols. On va accélérer la dépollution. Donc, il faut commencer par la biodiversité, hein. Enfin, j'insiste lourdement, hein, mais c'est de très très loin le levier le plus systémique. Et c'est celui qui coûte le moins cher, et c'est celui pour lequel on a le plus de solutions. C'est quand même assez dingue, hein, de penser qu'on est encore coincé dans le dogme du climat qui est le point principal. Alors, ok, donc il y a un problème de climat, hein, je ne suis pas climato-sceptique, hein, mais c'est dire qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre. Il faut commencer par la biodiversité. Il y a un livre, hein, si vous voulez regarder ça, c'est Pierre Gilbert. Son bouquin, c'est Géomimétisme. Et donc, il vous donne une collection de solutions qui sont basées sur la biodiversité pour résoudre tous les autres problèmes. Ok, donc la biodiversité d'abord et le monde fluctuant. Alors, je vais insister surtout sur le monde fluctuant parce que ça, en fait, si on réfléchit bien, au XXIe siècle, la première question à se poser, c'est celle-là. Comment habiter dans un monde fluctuant? Si vous voulez, les variations climatiques, écologiques, sociales, géopolitiques vont s'amplifier au XXIe siècle. Hein, et sur le plan écologique, on sait qu'on en prend pour 2 ou 3 siècles, hein, au minimum. Donc on en prend vraiment pour longtemps. Ces fluctuations vont nous surprendre et ça ne va pas arrêter d'augmenter. Donc cette question-là, c'est la première à prendre en compte. C'est vraiment celle-là qui domine, quoi. Alors comment on fait? Alors comme ça pourrait être un peu désarmant parce que oui, là, comment on fait, quoi? Ça va être très compliqué. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la solution, en fait, ou les solutions, on les a sous les yeux tous les jours. C'est ça voilà, à quel point. En fait, c'est les êtres vivants, voilà, c'est tout simplement ça. Les êtres vivants vivent avec les fluctuations depuis des millions d'années. Donc comment font-ils? C'est quoi leur solution? C'est quoi les recettes, les lois? Qu'est-ce qui permettent aux êtres vivants de vivre dans les fluctuations, avec les fluctuations, sur les fluctuations? Vous voyez, c'est pas contre les fluctuations, hein, c'est avec. Comment font-ils? C'est quoi le secret? Alors, ça, en fait, ça tient en un mot. Et ce mot, c'est ce fameux mot de robustesse. Les êtres vivants sont robustes. Voilà. En fait, tous les êtres vivants sont robustes. Les êtres vivants qui ne sont pas robustes ont été décanillés par l'évolution darwinienne.
La sélection naturelle, c'est la sélection des robustes. Alors, c'est quoi la robustesse? Définition. La robustesse, un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Ça, c'est la définition physique d'un système robuste. Stable et viable malgré les fluctuations. Eh bien, tous les systèmes vivants sont robustes. Alors, ça veut dire, l'arbre, comme je vous montrais, là, une prairie, une girafe, mais votre corps, c'est pareil. Voilà, bon, par exemple, vous savez que vous pouvez jeûner pendant 15 jours. Ça veut dire que vous avez quand même des capacités incroyables. On peut ne pas manger pendant 15 jours. On a un deuxième métabolisme qui se met en place. Notre cerveau est alimenté par des cétones et plus alimenté par du glucose. On a tout un deuxième métabolisme qu'on n'utilise jamais, mais qui est là, voilà, qu'on se trimballe tous les jours et qu'on n'utilise pas, en fait. Voilà. Ça, c'est une forme de robustesse. Alors, ce qui est assez réjouissant là-dedans, c'est que maintenant, on sait vraiment très bien pourquoi les êtres vivants sont robustes. Donc, ce n'est pas seulement une déclaration. Ils ont fait leurs preuves, ils sont robustes, mais on sait pourquoi. Et alors c'est là où c'est incroyable. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Alors c'est là où c'est quand même assez vertigineux, c'est-à-dire qu'on a un contre-modèle devant nous et en nous. Alors je veux nuancer tout de suite, je ne suis pas en train de vous dire que les êtres vivants ne sont pas du tout performants. Il y a des moments de performance chez les êtres vivants. Vous savez, c'est le documentaire animalier des années 80, là, la lionne qui se chope la gazelle. Là, voilà, ça, c'est le moment de la chasse. Là, en effet, c'est le chemin le plus court. C'est violent. Performance, oui, c'est performance, compétition, violence, on y est, quoi. Mais c'est un moment. Si vous filmez une lionne pendant une semaine, vous allez voir que l'essentiel du temps, elle dort. C'est des chats, vous savez que les félins dorment énormément. Donc ça n'a pas l'air d'être très performant, tout ça. Puis quand elle finit par se réveiller, elle marche, elle se balade, elle s'occupe de ses petits. Et puis il y a quand même un moment où elle va finir par se décider à chasser. Et quand elle chasse, 95% du temps, elle rate. Donc même dans les moments de performance, elle n'est pas performante. Mais dans les 5% restants, oui, là, il y a de la performance. Oui, où se situe le curseur. Alors en fait, je vais vous le dire de façon plus générique. Quand on analyse les systèmes vivants, et je dis bien les systèmes, c'est-à-dire de façon holistique, on regarde tout le réseau d'interaction, donc un réseau métabolique, un réseau physiologique, un réseau d'écosystèmes, voilà, à différentes échelles, et c'est ça qu'on trouve en premier, mais de très très loin. Les êtres vivants sont inefficaces. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants, ou il y a trop d'objectifs chez les êtres vivants. Donc ils sont tous en contradiction les uns avec les autres, et donc ils atteignent jamais vraiment leurs objectifs. Les exemples simples, c'est le vol de la mouche. Voilà, le vol de la mouche, vous voyez bien que c'est pas très efficace, quoi. Enfin, bon. L'évolution darwinienne, vous voyez, on ne sait pas où on va. On avance, mais on ne sait absolument pas ce que va être le futur de l'évolution. Voilà, c'est ouvert, pas d'objectif. Beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup d'incertitudes, de lenteur, de délai, de redondance, d'incohérence, d'inachèvement, d'erreur, d'imprécision. C'est ça qui sort en premier quand on analyse les êtres vivants, mais de très très loin. Juste un exemple, la redondance, c'est le plus simple. La redondance, regardez le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Les arbres sont des êtres extrêmement redondants. Comptez le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons, ou le nombre de villosités que vous avez dans l'intestin. C'est pareil, voilà, c'est très redondant. Nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Enfin, moi, je peux vous faire la liste, mais oui, c'est des redondances. Et alors, si je descends à l'échelle moléculaire, c'est encore pire. C'est encore plus de redondance. Donc voilà. Donc en fait, nous sommes toutes et tous des êtres robustes parce que nous avons beaucoup de contre-performances qui ajoutent des marges de manœuvre, du jeu dans les rouages, et c'est ça qui permet d'absorber les chocs et d'ouvrir un espace de viabilité pour la transformation, pour la viabilité, pour la stabilité, enfin pour tous des tas de trajectoires possibles. Mais il faut ouvrir l'espace de viabilité. Ça, c'est ouvert parce qu'on a augmenté les marges de manœuvre. Alors, je vais vous donner mon exemple favori que j'utilise tout le temps, mais qui est le plus facile à s'approprier. Je suis désolé pour ceux qui pourraient déjà entendu, parce que quand même, je dois radoter un peu pour tout cela, mais je vais quand même vous redonner mon exemple favori, celui de la température corporelle. Donc ça, c'est la température, voilà, 37 degrés. Donc nous avons une température corporelle à 37 degrés à peu près. Et puis si on attrape un virus, une bactérie, un pathogène, on peut faire de la fièvre et on va monter en température. 38, 39, 40, 41, ça peut jusqu'à 42. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là ? Si vous mesurez l'activité de votre métabolisme, des enzymes, de votre système immunitaire, vous allez vous rendre compte qu'à 37 degrés, votre corps, votre système immunitaire n'est pas très performant.
Enfin, s'il fallait mettre une note, hein, ça serait 10 sur 20. Voilà, c'est mention passable, c'est satisfaisant. Ça tourne, hein, mais il y a vraiment... Ouais, c'est pas extraordinaire. À 40 degrés, alors là, par contre, vous avez un corps qui est très performant. Vos enzymes, votre système immunitaire est très performant. Et vous voyez bien la logique, c'est qu'à 37 degrés, vous n'avez pas un système immunitaire qui est incroyable. Par contre, à 40 degrés, là, vous allez pouvoir, avec la fièvre, décaniller le pathogène de passage, quoi, hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous boostez, vous prenez par surprise, si vous voulez, le pathogène. Donc là, en fait, vous avez gardé des marges de manœuvre, hein, vous en avez gardé sous le capot, au cas où il y ait une fluctuation. Et là, vous augmentez les températures. Et donc, vous voyez un peu en fait, avec cet exemple, vous voyez un peu où se trouve l'équilibre. Hein. Dans votre vie, vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés. Donc, ce qu'on pourrait appeler le mode dégradé, qui est le mode robuste. On appelle ça le mode dégradé parce qu'on est obsédé par la performance. Hein. Toujours pareil. C'est pas un mode dégradé, c'est un mode robuste. Et puis, vous allez passer quelques jours dans votre vie à 40 degrés, qui est le mode performant mais fragile. Parce que là, en fait, ce qui se passe à 40 degrés, c'est que votre système immunitaire est très performant, mais vous, individuellement, enfin, vous savez, on est quand même très fatigué à 40 degrés. Hein. C'est parce qu'on est en train de faire l'expérience d'un burn-out. Les enzymes qui tournent tellement vite, là, elles sont en train de se cramer dans votre corps, quoi. Donc, on ne peut pas rester plus de 3 jours hein, à 40 degrés. Hein. Après, c'est mortel. Hein. Enfin, 3 jours en continu. Hein. Donc, on est obligé de revenir à 37 degrés. Donc, vous voyez où est le curseur. Hein. Le vivant, il est très clairement du côté de la robustesse. Et il y a des petits moments de performance. Donc vous voyez, c'est tout le contraire pour nous, hein, société humaine. Nous, on a inventé une civilisation de la performance où nous sommes performants avant d'être robustes. Et c'est pour ça que ça craque de tous les côtés, hein, dans les écosystèmes, dans le monde social, dans le monde géopolitique. Alors, si je sors de la biologie, hein, y a plein d'autres exemples hein, comme ça. Hein. Je pourrais vous prendre l'exemple des... je vais peut-être prendre l'exemple des cellules souches, par exemple. Les cellules souches, hein, vous savez, c'est ce qui répare tout notre corps, qui répare les tissus, etc. On s'est souvent demandé, mais comment font les cellules souches pour avoir ce pouvoir magique de pouvoir tout réparer, hein, des neurones, de l'os, des muscles? C'est quoi le truc? Est-ce qu'elles ont un gène extraordinaire qui permet ça, ou un programme génétique? Voilà, il y a tout ce discours-là très machinique. Hein. On s'est rendu compte en fait que la magie des cellules souches, c'est qu'elles étaient très lentes. Elles sont tellement lentes que quand elles commencent à se différencier en cellules de muscles, le temps qu'elles arrivent à être une cellule de muscle, en fait, il y a un autre signal qui dit ah non, en fait, il faut se différencier en os. Donc elles débobinent toutes leurs protéines, elles vont commencer à devenir un os, mais très lentement. Et puis ah non, en fait, c'est neurones quoi. Alors hop, vous voyez, elles sont tellement lentes qu'elles hésitent en permanence. L'hésitation permet la compétence, puisqu'elles vont être capables de se transformer en tout et n'importe quoi. Parce qu'elles sont lentes, elles sont compétentes à faire tout et n'importe quoi. Si elles étaient trop rapides, trop performantes, elles iraient trop vite aux muscles, et puis voilà, ça enferrerait la voie dans le muscle. Elles seraient incapables de se retransformer. Elles s'épuiseraient en fait, elles feraient que du muscle, quoi. Voilà, c'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres, hein, les chaînes alimentaires. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais il y en a vraiment des milliers. Sachez que c'est vraiment une loi très consolidée, ça, et ça va de la molécule à l'écosystème. Alors, je vais sortir de la biologie parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que là, on a une leçon, est-ce qu'on tient une leçon pour le monde social? Alors, sachant que c'est toujours très compliqué hein, de plaquer de la biologie sur le social. Hein. Ça a été fait. Nous, les êtres humains, hein, on a quand même des super pouvoirs que n'ont pas les non-humains. Par exemple, l'écriture. L'écriture, ça fait qu'on accumule les connaissances. Hein. Ça, dans les non-humains ne font pas ça. Hein. C'est de la tradition orale. Ils ne sont pas capables de lire une tablette cunéiforme d'il y a 5000 ans. Hein. Alors que nous, on peut. Hein. Donc on est capable de lire très très loin dans le passé. Et puis on est aussi capable de faire de la science-fiction, de se projeter très loin dans le futur. Tout ça, c'est grâce à l'écriture. Bon, les non-humains n'ont pas ça. On a aussi le feu. Il y a plein d'autres choses. Hein. Des jeux de pouvoir, des sociétés complexes, etc. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'on est aussi des êtres vivants. Donc voilà, il faut un équilibre à trouver. Et donc là, en fait, je vous montre une courbe. Cette courbe-là, ça permet de rentrer dans ce qui est pour moi le nœud de l'affaire. Un peu le nœud de l'affaire, c'est de réaliser que ce qui nous arrive, ce n'est pas une crise sociale, ce n'est pas une crise économique, ce n'est pas une crise écologique, ce n'est même pas une crise géopolitique. C'est au premier ordre une crise culturelle. C'est culturel ce qui nous arrive. Vraiment, de très très loin. Hein. Alors, pourquoi c'est une crise culturelle? Tout simplement parce que, c'est ce que je vous disais, ça fait 10 000 ans, donc depuis le dernier âge glaciaire, hein, depuis le néolithique, depuis qu'on a inventé l'agriculture, la sédentarisation, la domestication, qu'on a pensé que le progrès de l'humanité, c'était des gains de performance. Ça fait 10 000 ans qu'on augmente l'efficacité et l'efficience des procédés, des collectifs, des technologies, des individus, hein, le transhumanisme, l'IA, etc. Ça en fait partie. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que cette courbe du progrès,
C'est une courbe en cloche. C'est que plus on augmente la performance, et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. La performance devient contre-productive. C'est ce que disait déjà Ivan Illich dans les années 70, hein, donc c'est vraiment pas nouveau. Hein. Voilà, donc la performance devient contre-productive. Donc en fait, c'est en une phrase, hein, la nature menacée devient menaçante. Donc comment on fait ? C'est assez simple. En fait, il faut juste réaliser que le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Voilà, ça c'est physiquement impossible. Si on continue à augmenter les performances, hein, efficacité, efficience, on va s'enferrer dans une voie encore plus étroite, justement au moment où le monde devient de plus en plus fluctuant. Bon, ça c'est suicidaire. Hein. Il ne faut surtout pas s'enferrer dans une voie étroite quand le monde change tout le temps. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors, en fait, il faut juste prendre une seconde de plus pour réaliser qu'on a une autre voie. Et cette autre voie, c'est de changer d'axe. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, imprévisible, incertain, il faudra augmenter la robustesse. Ouais, c'est presque trivial hein, de le dire comme ça. Vous voyez, là, je ne fais qu'endosser le fait scientifique. Hein. Les scientifiques, puis nos vies, hein, montrent qu'on rentre dans un monde de plus en plus fluctuant. Donc, il faut être de plus en plus robuste. Pour être plus robuste, il faut trouver un nouveau compromis avec la performance. La performance passe en second. Et le primat est donné à la robustesse. Alors que ça fait des années que le primat a été donné à la performance et que la robustesse est passée en second. Vous voyez, c'est une inversion. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est un moment copernicien. En fait, là, je vous dis qu'en 2025, on quitte enfin le néolithique. Bon, il était temps, hein, parce que ça faisait quand même très longtemps qu'on était coincé dans le contrôle et dans la performance. Hein. Aujourd'hui, voilà, on rentre dans... Enfin, si vous voulez, le néolithique, hein, c'est quand les humains veulent contrôler la nature. Aujourd'hui, la nature se réveille. Donc les méga-feux, les méga-inondations, tout le bazar. Et donc maintenant, il va falloir vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Ça, c'est le monde de la robustesse, par définition. Hein. Alors oui, en fait, le truc le plus important dans ce petit graphique là, très simpliste, c'est de réaliser que performance et robustesse sont sur deux axes différents. Parce qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. Ça, c'est physiquement impossible. Quand on est très performant, on est très optimisé, très spécialisé, très adapté, et donc très peu adaptable. On est enferré dans une voie étroite. Quand on est très robuste, alors là, on est très désoptimisé, on fait plein de choses en parallèle, on diversifie, on explore, on expérimente, on est très adaptable, et donc très peu adapté. Oui, c'est deux mondes, quoi. C'est deux mondes différents. Alors là, vous voyez, hein, encore une fois, hein, je ne fais qu'endosser le fait scientifique. Là, hein. Vraiment, le monde fluctuant appelle la robustesse appelle à mettre la performance en second et la robustesse en premier. Alors, ce qu'on peut se demander quand même, c'est que c'est très pragmatique, mais comment on fait, quoi ? Surtout dans un monde hein, qui, comme je le disais en introduction, est drogué à la performance et addict à la performance. Les clients veulent des objets pas chers tout de suite. Les investisseurs veulent des retours sur investissement rapides et puis élevés. On parle d'efficacité politique, on parle d'État efficace. Vraiment, tout le monde est complètement... Enfin, y compris moi, hein, on est tous dans la même soupe. Hein. On est tous dans vous voyez à quel point je parle vite et j'essaie de vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Ça, c'est de la performance. Hein. Ce serait beaucoup plus transformant si on faisait des ateliers, qu'on passait la semaine à travailler la notion, etc. Hein, évidemment. Hein, voilà. Donc, vous voyez, on est plein de contradictions, hein, y compris. Donc, moi au premier chef. Alors, comment on fait ? Comment on fait pour basculer de ce monde de la performance à la robustesse ? Alors, en fait, c'est tout simple. Hein. Et puis là, je pense que ça va parler à des étudiants en design. Pour habiter le monde, il faut l'observer. Voilà, c'est quand même très simple. Alors c'est le biologiste qui parle aussi, mais c'est vraiment, à mon avis, tout citoyen peut faire ça. Il faut juste regarder comment va le monde, quoi. C'est quoi le monde ? Par exemple, voilà, les nuées d'oiseaux, les nuées des tourneaux. Ça, c'est l'exemple typique d'un système qui bascule. Voilà. C'est un groupe d'oiseaux qui tourne à droite, qui tourne à gauche, qui tourne à droite, qui n'arrête pas de basculer d'un côté à l'autre. Et puis, vous voyez, ça se passe bien, hein, les oiseaux ne tombent pas. Hein, donc, manifestement, ils ont trouvé une recette là qui est pas mal. Alors, comment font-ils ? Alors, c'est très très simple. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. C'est les premiers à voir le prédateur arriver, c'est les premiers à voir l'autre nuée d'oiseaux. Donc en fait, ils se synchronisent à la périphérie et ils contaminent le cœur du système.
Donc ça marche toujours comme ça, hein, les systèmes. Donc, que ce soit une nuée d'oiseaux, que ce soit un banc de poissons, énormément de systèmes sociaux, c'est pareil, hein, la Révolution française, les empires qui ont chuté, très souvent, c'est des événements qui arrivent à la périphérie. Et donc c'est toujours comme ça, hein, voilà, c'est souvent comme ça, le plus souvent comme ça, la périphérie se synchronise parce qu'elle a d'abord vu les signaux, hein, les signaux faibles du monde qui changent, et elle contamine le cœur du système. Il y a cette phrase de Jean-Luc Godard, hein, qui est particulièrement pertinente, c'est la marge qui tient la page. Voilà. Bah ça, c'est vraiment, ça vaut le coup de faire une thèse de 3 ans juste sur ce sujet-là, à mon avis. C'est la marge qui tient la page. Alors, donc ça veut dire que si on veut voir le monde basculer de la performance à la robustesse, c'est pas la peine d'aller voir la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Total, McKinsey, le gouvernement français. Tout ça, c'est le cœur faisandé de la performance. C'est le monde d'avant, c'est le monde ancien. On n'apprendra rien. Hein. Grosso modo, c'est quand même un monde très ancien. Il faut plutôt aller voir les collectifs de citoyens qui sont déjà dans les fluctuations et qui sont obligés, qui ont déjà développé des solutions robustes. Alors, c'est des collectifs de citoyens, c'est des politiques territoriaux, c'est des entreprises, mais qui sont déjà dans les fluctuations. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est là que c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, ce basculement qu'on pourrait imaginer arriver en 2050, en 2070, en 2100, enfin, je ne sais pas dans quel futur, hein, et bien en fait, ce basculement a déjà eu lieu. Nous sommes déjà dans le monde de la robustesse. C'est juste qu'on ne s'en est pas rendu compte. On a basculé, alors si je devais donner une décennie, hein, entre 2010 et 2020. C'est vraiment là où ça a monté en échelle de façon massive. C'est qu'avant 2010, le monde robuste existait, hein, bien sûr, mais il était très très loin. C'était les marges très éloignées. Hein. C'était Pierre Rabhi, quoi, hein, pour le dire, par exemple. Hein. Donc des marges très lointaines, pas forcément très désirables, hein, d'ailleurs, enfin trop lointaines, quoi. Entre 2010 et 2020, là, c'est des marges qui se sont épaissies. Et depuis, ça ne s'arrête pas. Ça s'amplifie tous les jours. C'est la fameuse phrase, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On entend beaucoup les arbres tomber en ce moment, hein, vraiment beaucoup. Hein. C'est voilà, les Poutine, les Netanyahou, les Trump, les Evergrande, les Stellantis, les Boeing, tout ça, c'est tous des systèmes qui sont dans l'ultra-performance et qui sont d'une fragilité incroyable. Hein. Et donc, par contre, la forêt qui pousse, alors là, elle est très discrète, hein, mais elle pousse. C'est comme la biodiversité. Alors, je vais vous donner des exemples. Ça ressemble à quoi, ce monde robuste? Alors, en fait, si je devais vous le dire en une phrase, le monde robuste, c'est quand l'impossible devient possible. C'est culturel. C'est-à-dire que ce qui est fou avec une crise culturelle, et donc quand on résout une crise culturelle, c'est que ça coûte beaucoup moins cher financièrement. C'est que de la culture, hein, grosso modo. Donc c'est juste changer sa mentalité, sa psychologie. Donc ça coûte très peu cher. Par contre, ça a un coût psychologique, parce qu'il faut aller contre ces blocages mentaux. Donc là, par exemple, je vais vous donner un exemple d'impossible qui devient possible. L'impossible qui devient possible, là, je vais vous démontrer qu'on peut faire de l'eau avec du sable. Alors, comment ça marche? Alors, je vais d'abord vous donner la solution performante, évidemment, hein, qui est un peu laborieuse, comme d'habitude. Alors, la solution performante, hein, si on veut reverdir le désert, ce serait de dessaler de l'eau de mer, consommer beaucoup de pétrole pour faire ça, ça génère des saumures, il y a un tuyau et puis on arrose le désert. Alors ça, c'est très performant, hein. Vous allez reverdir le désert très rapidement, hein. Et c'est vraiment très très performant, très efficace. Voilà. Mais par contre, voilà, ça consomme beaucoup de pétrole, ça fait des pollutions et surtout, il y a un tuyau d'arrosage, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui coupe ce tuyau et c'est terminé. Vous ne pouvez plus reverdir le désert, c'est très dépendant. Alors, comment on fait pour reverdir le désert en mode robuste? Eh bien, il y a une solution, hein, il y en a plusieurs, hein, mais ça, c'est une des solutions, c'est de faire la technique des demi-lunes. Donc, vous tracez des petites dunes comme ça, là, qui font quelques mètres de longueur, 50 cm de haut. Et là, vous avez créé un petit dénivelé. Eh bien, un petit dénivelé, ça suffit à faire condenser de l'eau tous les matins au pied de la dune. Et ça se passe tout seul en autonomie. Alors, c'est beaucoup plus lent que d'y aller avec un tuyau d'arrosage. Hein. C'est moins performant, hein, toujours pareil. Mais par contre, c'est beaucoup plus robuste. Parce que là, il n'y a plus besoin de citoyens. Enfin, il y a les besoins de citoyens pour lancer l'affaire au départ. Mais après, ça se maintient tout seul. Et vous reverdissez votre désert. Ça, c'est une solution robuste. Et vous voyez, ce n'est pas un chercheur qui est en train d'expliquer ça de façon théorique dans un laboratoire. Ce sont des citoyens qui le font maintenant.
Ils n'ont pas attendu que les chercheurs disent quoi faire, ils le font, quoi. Voilà. Ben, ça, c'est le monde robuste qui est en train de se développer. Alors ça, c'est pour la désertification. Un autre exemple ici, là, c'est un autre de mes exemples favoris, Saint-Martin-d'Auxigny, donc à côté de Bourges, un petit village, voilà, qui est très représentatif, hein. On canalise les rivières, on fait sauter les haies, on augmente les surfaces agricoles, hein. Donc ça, c'est le monde de la performance des années 50-60, hein, le fameux remembrement. Alors vous savez que le remembrement, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, ça s'est très mal passé, hein. Les paysans ont lutté avec des armes, hein. Il y a eu des coups de fusil, il y a eu des morts, hein, quand même, hein. Donc il y a vraiment des gens qui ont résisté à ça, hein. Bon, mais ça a quand même fini par dominer, écraser, quoi, hein. Voilà, toujours pareil, hein, performance, violence, on a installé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on canalise les rivières comme ça, on a créé une autoroute à eau. Ça, c'est du design performant. Quand on fait des rivières à eau comme ça, très alignées, quand il pleut beaucoup, cette autoroute à eau, elle envoie l'eau très vite dans la ville voisine, et donc elle inonde la ville voisine. Toujours pareil, hein, performance, violence, optimiser, fragilise. Vous voyez, ça marche à tous les coups, hein. Bon, donc ils se sont fait inonder un certain nombre de fois, et donc au fur et à mesure, ils ont réagi. Donc ces citoyens-là, ils ont retracé une rivière, oui, ils ont reméandré la rivière. Ils ont mis des lacets dans la rivière. Maintenant, cette rivière, elle prend plus de place, elle est plus lente, voilà, elle est un peu plus erratique, on va dire. Mais ce qui se passe, c'est que quand il pleut beaucoup, cette rivière déborde dans la parcelle, elle n'inonde plus la ville. Donc on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. Et donc vous voyez, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas une histoire d'un chercheur dans un labo. Les citoyens, aux marges, ont développé une solution robuste, en autonomie. Et alors, ce qui me plaît bien dans cet exemple-là, c'est qu'on en parle au journal de France 2 à 20h, donc en prime time. Et toujours pareil, les marges sont en train de contaminer le cœur. C'est en train de se passer sous nos yeux. Enfin, j'espère que vous réalisez le moment exceptionnel qu'on est en train de vivre, hein. C'est absolument dément, hein. On est en train de quitter le néolithique en direct, hein. Sur France 2, hein, notamment. Bon, et ailleurs, hein. Alors, c'est pas encore sur CNews, hein, quand même, hein, faut pas rêver, mais on va y arriver. Alors, troisième exemple, c'est l'agroécologie. Voilà, je citais rapidement. Donc, l'agroécologie, hein, c'est quand vous transformez un agrosystème en écosystème, hein. Donc, vous remplacez toutes les dépendances extérieures, le pétrole, les engrais, les pesticides, les grands semenciers, par de la biodiversité cultivée. C'est les services écosystémiques qui remplacent tout ça. Alors, l'exemple le plus simple, le plus basique, hein, c'est le fameux mélange variétal. Donc, si vous êtes un paysan et que vous voulez le meilleur rendement, hein, le rendement le plus performant, vous allez mettre une seule variété, la plus performante, et là, vous êtes sûr d'avoir le meilleur rendement. Si le monde est stable. Si le monde est instable, cette meilleure variété, si jamais c'est une année à inondation ou une année à sécheresse, vous aurez presque rien en rendement. Donc comment on fait pour avoir une valeur assurantielle? Comment on fait de la robustesse? Une façon de faire, c'est au lieu de semer la meilleure variété, vous allez semer une vingtaine de variétés de blé en mélange. C'est les blés population, hein, par exemple. Il y a tout un champ sémantique là-dessus. Bon, les mélanges variétaux. Donc vous en avez un tiers qui est résistante aux inondations, un tiers qui est résistante à la sécheresse. Enfin, il y a un mélange, quoi. Et quand vous faites ça, en fait, donc vous avez une valeur assurantielle. Vous ne cherchez plus le rendement maximal, vous cherchez le rendement stable. Vous avez mis la robustesse avant la performance. Et donc, vous voyez que ça s'est passé, comme je vous disais, dans la décennie 2010-2020. 2010, 5% des surfaces cultivées en mélange variétal. En 2020, vous voyez, c'est en train de partir. Dans l'Hérault, on est à 40%, hein, vers Montpellier, hein. Donc, en fait, c'est vraiment en train de basculer, quoi. Et ça, c'est de nouveau, hein, ce n'est pas des chercheurs de l'INRAE qui ont dit aux paysans de faire ça. Ils se sont pris en main, hein, évidemment. Alors nous, on a les études scientifiques qui démontrent que ça marche très bien, mais ils ne nous ont pas attendu, hein, pour le faire, hein. Bon, évidemment, il y en a toujours qui résistent, hein. Donc ça, c'est toujours... alors d'ailleurs, vous voyez, c'est dans des endroits où il y a des grosses entreprises céréalières, hein, c'est Arnaud Rousseau de la FNSEA, par exemple. Voilà, lui, il va attendre très longtemps avant de bouger, hein. Il n'a pas de raison, parce qu'il est au cœur du système. Il gagne des millions avec l'ancien système. Pourquoi il changerait? À la limite, je ne lui lance pas la pierre, hein. C'est juste qu'il n'est pas visionnaire, mais il n'a pas encore touché, quoi. Il n'est pas encore touché par les fluctuations. Ceux qui commencent à être touchés par les fluctuations, ils ne se posent même plus la question. Un petit paysan qui démarre aujourd'hui ne peut plus faire de l'agriculture intensive. C'est trop cher. Donc c'est terminé. Vous voyez à quel point le monde performant est un monde de zombies. Il est mort, hein. Donc faites bien des photos, hein. Quand vous voyez des champs de colza tout jaunes là, ou des champs de blé tout verts, là, faites des photos, hein. C'est terminé, hein. Tout ça, on va transformer ça par de l'agroforesterie dans les années qui viennent, hein. Enfin, nos paysages vont changer, nos villes vont changer, elles changent déjà, hein, d'ailleurs. Donc tout ça, c'est le monde zombie, hein, on pourrait appeler ça le monde du capitalisme, hein, qui est mort en fait, hein. On est en train de sortir de ça, hein. C'est assez incroyable. Alors justement, la fin du capitalisme, voilà un autre exemple, c'est le tout réparable.
Le tout réparable, c'est il y a 20 ans, hein, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Bon, bah, aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne pense pas à la réparabilité de ses produits. Bah, c'est tout simple, ça. C'est parce que c'est même pas une histoire de vertu sociale ou écologique, hein, c'est du pragmatisme économique. C'est-à-dire que si je suis une entreprise et que je dépends d'un bien fabriqué en Chine et que la Chine envahit Taïwan la semaine prochaine, bah, la Chine va fermer sa frontière. Donc si c'est le cas, eh ben, je vais mettre la clé sous la porte. Sauf si j'ai développé une activité territoriale. Bah, notamment faire des objets réparables. Alors il y a vraiment plein de choses, hein, et c'est là où c'est très joyeux, hein. Franchement, je vous invite à le low-tech, voilà, le réparable, mais c'est incroyable comme c'est foisonnant. C'est vraiment foisonnant. C'est là qu'elle est la créativité, hein, vraiment. Donc il y a des pulls, il y a des jeans, il y a de l'électronique, voilà, les véhicules intermédiaires là, de l'ADEME, hein, l'extrême défi de Gabriel Plassa. Ça, c'est super. C'est des petits véhicules, plutôt pour les endroits où il n'y a pas de service en commun, de transport en commun, enfin, où c'est plus difficile, quoi. Donc c'est pour le quotidien, quoi, hein. Ça va pas très vite, mais il y a un petit panneau solaire sur le toit, ça se recharge pas, il n'y a même pas de prise pour brancher, quoi. C'est toujours en autonomie. Et ben, ces petits véhicules-là, ils sont réparables, interopérables, ça redonne du sens à ce que c'est qu'un garagiste. C'est pas juste quelqu'un qui transforme, qui met des plaques d'électronique, quoi. Et en plus, l'extrême défi, là, ce n'est pas un appel à projet, c'est un appel à commun. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui participent à ça s'engagent à partager leurs innovations. Vous voyez, on est en train de quitter la concurrence libre et non faussée. En direct, sous nos yeux, hein, c'est en train d'arriver là. Oui, en fait, on est en train d'aller vers l'économie du partage, l'économie sociale et solidaire. Ça se passe sous nos yeux. C'est toujours un petit pourcentage, hein, faut pas rêver, hein, c'est un petit pourcentage, mais c'est l'économie qui monte. Et elle monte parce que c'est pragmatique. Dans un monde fluctuant, c'est ça qui va rester. Bon, le tout réparable. Alors, ça me fait évidemment ma transition. Faut que j'avance, je vois qu'il est déjà 19h. Faut que j'avance parce qu'en fait, ça permet de déminer, et je pense que pour ce public en particulier, c'est important, déminer le hold-up du XXe siècle. C'est quoi le hold-up du XXe siècle ? Le hold-up du XXe siècle, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance était technophile. Il faut juste prendre une seconde de plus et se rendre compte que le monde de la performance est profondément technophobe. C'est le contraire. C'est absolument vertigineux. En fait, il faut juste réfléchir. Quand vous développez des solutions très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. Ça, c'est technophobe, par définition. Et en plus, à chaque fois, vous éloignez, parce que ce sont des objets de plus en plus complexes, donc ce sont des objets qui éloignent les citoyens de la technologie. Je pense qu'ici, personne n'est capable de réparer son smartphone, par exemple. Ça, c'est technophobe. Donc le monde de la performance est technophobe. Dans le monde de la robustesse, qu'est-ce qu'on veut faire les technologies ? En fait, on veut deux choses. On veut que les technologies, ce soit de la technodiversité. Les ingénieurs ne cherchent plus à faire les objets les plus performants. Ils veulent un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, que des solutions robustes. Et en plus, on veut qu'il y ait une forme d'autonomie technique des citoyens dans le territoire. Les solutions doivent être réparables, adaptables, évoluables dans le territoire, avec une entreprise du coin, avec une asso du coin, mais il faut que ce soit dans le territoire. Ça, c'est technophile, c'est doublement technophile. On est en train de basculer d'une technologie aliénante à une technologie émancipatrice. C'est ce qu'Ivan Illich appelait des outils conviviaux. Encore une fois, c'est beaucoup plus joyeux, le monde de la robustesse. On est en train de quitter le monde de l'abondance matérielle et de rentrer dans le monde de l'abondance des interactions. Donc il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Enfin, je devrais peut-être le répéter. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. On va avoir un monde beaucoup plus joyeux. Alors pour terminer, parce que je vois qu'il est déjà 19h, je vais vous donner quelques clés. Alors je vais quand même les passer un peu rapidement, parce que je n'ai pas la main pour les zapper, mais je vais quand même vous les montrer très rapidement. Quelques clés pour monter en échelle. Si vous voulez, l'enjeu principal, c'est que la bascule de la performance à la robustesse, il est inéluctable. Ça va tanguer de plus en plus fort, donc ce sont les robustes qui vont rester. Ça, là, pour le coup, c'est vraiment très darwinien, mais ça nous dépasse, les fluctuations qui arrivent. Donc, de toute façon, c'est ça qui va rester. Mais le problème, c'est dans l'interlude, les ultra-performants, donc les Poutine, les Trump, moi je les appelle les mal barrés, voilà, parce que souvent des hommes, puis qui se ressemblent tous, c'est vraiment une toxicité planétaire assez incroyable. Ceux-là, ils vont faire du dégât, parce qu'ils se cramponnent sur leur pouvoir, sur leur argent, sur leur dogme. C'est une dérive sectaire, c'est une secte. Ça
tous les critères d'une secte. Donc eux, ils vont faire du dégât. Donc comment on fait pour en fait, s'autonomiser, devenir indépendant de cette secte en fait. Comment on entame la déprise sectaire? Je pèse tous mes mots là, hein. C'est vraiment une déprise sectaire, hein. Comment on fait? Alors, quelques clés. La culture, en fait, il faut, voilà, c'est un moment culturel, donc il faut inverser la culture. Alors, comment on inverse la culture? La première chose à déminer, ce sont les mots. Ce sont les mots qui colonisent les esprits. Tant qu'on ne questionne pas les mots, on reste dans le monde d'avant. Et donc, il faut réaliser que la plupart des mots qu'on utilise sont tous ou la plupart, sont dans l'idéologie du monde stable. La plupart des mots, qu'on les a définis en faisant l'hypothèse du monde stable, alors qu'on rentre dans un monde instable. Par exemple, la rentabilité d'une entreprise, pendant très longtemps, on pensait que c'était positivement corrélé à sa performance. Non, les entreprises qui sont très performantes sont très fragiles, parce qu'elles sont très monolithiques. Les entreprises qui seront les plus rentables dans un monde fluctuant, ce sont les entreprises qui sont robustes. La rentabilité d'une entreprise est d'abord corrélée à sa robustesse dans un monde fluctuant. Je ne dis pas qu'il faut zéro performance, c'est toujours pareil, hein, mais c'est la robustesse d'abord. Donc il y a plein de choses comme ça, hein. Le délai, c'est plus le délai le plus court, c'est le délai le plus fiable. Vous voyez comme ça inverse tout, hein. Bon, je ne vais pas être trop long. Une deuxième clé, c'est le stress test. Le stress test, en fait, c'est un outil tout simple. Vous prenez votre modèle économique, votre entreprise, votre association, votre collectif, et vous faites fluctuer un des paramètres. Donc l'année prochaine, le pétrole est 2 fois plus cher. L'année prochaine, il n'y a plus d'Internet sur toute la planète pendant 6 mois. Voilà, ça va nous tomber dessus un jour, hein. Comment on fait, quoi? Quelles sont les conséquences? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut avoir fait en amont pour que c'est le moins d'impact possible, qu'il y ait toujours une activité, etc. Ça s'appelle un stress test. Alors vous voyez, la métropole de Lyon a créé un jeu, Tumult, qui est un stress test à destination des entreprises. Donc toujours pareil, hein, c'est un autre signal faible du monde qui change. Les métropoles attirent de moins en moins les nouvelles entreprises, elles renforcent les entreprises existantes. Donc elles ne choisissent plus la performance, elles choisissent la robustesse. Vous voyez, c'est sous nos yeux, hein, c'est partout, partout, partout. Allez, une autre clé, c'est s'inspirer des marges, mais ça je vous l'ai déjà dit, hein, les oiseaux à la périphérie. Donc voilà, faites votre veille auprès des collectifs, des entreprises qui sont aux marges, qui sont déjà soumises à des fluctuations. Peut-être Siouson. Siouson, c'est une entreprise qui installe des panneaux solaires, mais au lieu d'installer le panneau solaire le moins cher, le plus vite possible, quand ils installent un panneau solaire, vu que c'est sur un toit, ils vont aussi récupérer l'eau de pluie. Avec cette eau, ils vont nourrir la biodiversité. Puisqu'ils produisent de l'électricité, du coup, ils proposent de partager l'électricité avec les voisins. En fait, c'est une entreprise qui installe des panneaux solaires, mais qui fait de la robustesse systémique locale. Et le panneau solaire, c'est le cheval de Troie pour faire de la robustesse. Vous voyez, c'est une entreprise qui fait de la robustesse territoriale et qui utilise le panneau solaire pour le faire. Vous voyez à quel point ça inverse les métiers, hein. On est dans autre chose, quoi. Même si c'est toujours du panneau solaire. Alors, je vais un peu vite, hein. J'espère que ça va quand même. C'est enregistré en même temps, donc voilà, vous pouvez passer à 2 fois moins vite, peut-être que je sais pas si je parle trop vite, mais. Alors, une autre clé, c'est construire sur les fluctuations. Donc là, je vous montre l'exemple d'Arnaud Créteau, donc à Rouen, qui a fait une boulangerie avec un four solaire, donc très low-tech, hein, vous voyez, juste des miroirs, un four. Et alors ça me plaît beaucoup, cet exemple-là, parce que quand on fait ça, on est obligé de déconstruire ce que c'est qu'une boulangerie. Encore une fois, c'est une solution culturelle, ce n'est pas une solution technique, c'est culturel. En fait, quand vous faites une boulangerie avec un four solaire, évidemment que déjà, il ne faut pas cuire votre pain la nuit, hein. Enfin, ça, bon, comme une boulangerie habituelle, évidemment, c'est le jour. Et puis, parce que c'est un four solaire qui est à Rouen, et vu qu'il n'y a pas quand même du soleil tous les jours à Rouen, vous ne faites pas une baguette qui peut être rassie au bout de 24 heures. Vous faites du pain qui doit durer 7 jours. Qui reste frais pendant 7 jours. Comment on fait? On utilise des levures de boulanger qui sont moins performantes, qui font pousser la pâte en 5 heures au lieu d'1 heure et demie, pour que le gluten se rencontre, etc. Enfin, voilà, ça fait du pain qui se conserve plus longtemps. Vu que ça prend plus de temps, il n'y a pas besoin de pétrir la pâte. Oui, il ne pétrit pas sa pâte. C'est un boulanger qui ne pétrit plus sa pâte, qui fait son pain le jour, pas la nuit, et qui vend du pain qui est assez différent de la baguette standard. Il a déconstruit ce que c'est qu'une boulangerie. Et vous voyez, ce qui me plaît bien là-dedans, c'est que là, je vous présente la boulangerie la plus robuste de France. Il ne peut rien lui arriver. Le point faible d'une boulangerie, c'est le coût énergétique. Son énergie est gratuite et il a construit tout un modèle économique sur les fluctuations. Donc il ne peut rien lui arriver. Et puis oui, en plus, il diversifie, là, il torréfie des graines. Donc là, il est en train de décarboner la filière du café. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est culturel. Décarboner le café en version non culturelle, c'est on met des voiliers pour transporter le café. Bon, ça, c'est très petit bras, hein. En fait, c'est toujours la même filière, hein. C'est juste qu'il y a des bateaux en plus. Là, non, on va torréfier des graines qui ne sont pas du café.
On va torréfier de l'orge, des lentilles, et on va en faire du café. On peut en faire d'autres choses aussi d'ailleurs. 15% du café italien, c'est de l'orge torréfié. Mais oui, c'est les goûts qui vont changer. C'est ça. C'est la culture qui change, c'est les goûts. C'est pas de transporter la même chose différemment. On fait, alors, dans le monde de la performance, on fait différemment. Dans le monde de la robustesse, on fait différent. Ouais, on change la culture. C'est aussi les solutions systémiques. Donc on arrête avec les solutions clés en main, descendantes. Personne ne se les approprie, les solutions clés en main. Non, on cherche plutôt les conditions dans lesquelles les solutions émergent. C'est toujours des billards à 3 bandes. Il faut que ça soit émergent. En fait, on crée le contexte dans lequel les solutions vont émerger. C'est des approches participatives, pour le dire un peu rapidement. L'architecture participative, par exemple, ça marche très bien. Je vais vraiment très vite. Agir par le vivant, j'avais vraiment prévu trop de diapos. Recarboner l'économie, comme je dis souvent. Donc, il ne s'agit surtout pas de décarboner l'économie. Le mot est très mal choisi. En fait, on veut surtout décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone. Brûler du bois, du pétrole, du charbon, des biocarburants, ça, on va être tout à fait d'accord. Il faut arrêter de brûler du carbone parce que ça émet du CO2. Donc, décombustionner l'économie. Mais il ne faut surtout pas décarboner l'économie. Le carbone, c'est l'atome magique de la vie. Donc si on décarbone l'économie, c'est une économie sans vivant. Ça n'a aucun sens. Enfin, si on veut utiliser les mots vraiment pour ce qu'ils sont, c'est recarboner l'économie. Il faut que l'économie, ce soit une bioéconomie circulaire. Il va falloir que nos objets, ceux que l'on crée, nourrissent les écosystèmes. Donc il faut que ce soit des objets basés sur du carbone photosynthétique qui soient biodégradables et compostables. Voilà. Il faut que ça soit complètement circulaire. Ça, on recarbone. Donc il y a plein de choses. Je pense que vous connaissez ça très bien. Les mycomatériaux à base de champignons, des peintures à base d'algues, des batteries à base de bois. Il y a toute une galaxie de solutions. Allez, un petit avant-dernier. La posture. Dans le monde de la performance, on a beaucoup de meneurs napoléoniens qui vont dire « je veux et je sais comment faire ». Donc ça, là, c'est très efficace. On va très très vite dans le mur, mais on y va très vite. Ça, par contre, c'est un peu comme Nicolas Sarkozy qui disait « il faut aller vite et si possible bien ». Je cite quand même, celle-là elle est quand même assez gratinée. Ça c'est le monde de la performance. Alors dans le monde de la robustesse, le facilitateur, le meneur, ou le décideur plutôt, le décideur, la décideuse, en fait c'est un facilitateur, une facilitatrice qui ne dit pas je veux, je sais comment faire, il ou elle dit j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Oui, c'est le contraire. Donc en fait, là, quand on dit je veux, on exclut tout le monde. Quand on dit j'ai envie, on inclut tout le monde. Et quand on dit je ne sais pas comment faire, on crée un espace pour l'émergence. Évidemment, donc c'est toujours pareil, c'est les approches participatives. Alors toujours pareil, c'est un équilibre à trouver. Dans le monde actuel, on a beaucoup de meneurs et puis de temps en temps, on fait une convention citoyenne. Dans le monde de la robustesse, on s'est vraiment approprié les référendums, les approches participatives, les conventions citoyennes, on en fait tout le temps. Et puis de temps en temps, il faut trancher et on a un meneur ou une meneuse pour le faire. Ok, alors je vais vraiment terminer. De plus en plus d'organisations s'engagent là-dedans, le mettent, la robustesse, dans leur vision stratégique. Donc c'est des entreprises, des associations, des territoires, toute la Belgique francophone, la Fondation de France, voilà. Donc c'est assez joyeux de voir que ça se développe comme ça, là. Et puis juste un petit conseil finalement, si vous voulez avancer, comment transformer dans vos territoires, vos familles, vos entreprises, vos associations, tout ce qui vous accompagne finalement, comment on fait alors, la façon robuste de faire, la version performante, ce serait d'engager un expert qui va vous dire quoi faire. Ça, c'est la solution clé en main qui ne va rien transformer. Donc la version robuste, c'est que vous-même, vous venez avec vos projets à plusieurs et vous échangez sur vos projets pour les enrobuster. Et quand vous allez discuter de vos projets, de comment les rendre plus robustes, vous allez apprendre la notion, la travailler, voir les angles morts, ce qu'il faut travailler, etc. Là, vous allez vraiment transformer votre territoire et surtout, ça va être une sorte de cellule de crise 2.0 parce que là, vous travaillez la coopération vraiment au niveau territorial. Et donc, il y a Gatien Bataille et Laurent Marceau qui ont créé cette plateforme, larobustesse.org, avec des tas d'outils qui sont tous en Creative Commons, accès libre. Donc, il y a des posters, des écrits, des jeux, il va y avoir une fresque de la robustesse. Tout ça, c'est tout à fait disponible. Il y a des bouquins et compagnie. Donc, allez-y, quoi. C'est pour lancer, lancer le mouvement. Et donc, maintenant, il commence à y avoir des communautés apprenantes sur la formation, sur la santé, sur la justice, sur l'agriculture. Ça se développe, quoi. Bon, puis sinon, évidemment, il y a les bouquins, mais ça a déjà été cité. Peut-être le petit tract Gallimard, là, c'est 60 pages, texte d'intervention que j'écris. Il n'y a que des punchlines, ce texte. Mais c'est vraiment l'idée, voilà. C'est un peu de performance, mais pour faire dérailler, quoi. Puis les bouquins plus complets et des ressources sur le site de l'Institut Michel Serres. Voilà, je m'arrête là et donc on a un petit peu de temps, pas beaucoup, mais un petit peu de temps pour les questions. Merci de votre écoute.